Bonjour tout le monde, j'ai bien le plaisir de faire consolider votre attention sur une thématique haute en couleur qu'on va essayer de faire ensemble un navire historique autour d'une thématique haute en couleur, comme je l'ai dit, qui s'inscrit dans le cadre de la gestion de portefeuille d'une manière générale et de manière spécifique dans le cadre de la modélisation financière, financial modeling. Bon, si on revient un peu dans l'histoire ou dans le dogmatisme de la modélisation financière, les premiers genres de la gestion de portefeuille ou la modélisation financière a commencé par le grand mathématicien et pionnier de la finance qui s'appelle Louis Le Bachelier en 1900. D'accord? Ce dernier a inauguré, a pionnier, a instauré ce qu'on appelle la théorie des spéculations et essayé de modéliser le comportement des actifs financiers comme étant un comportement brownien, géométrique, etc., etc. Bon, en 1938, j'ai qualifié ici de Big Three, John Van Neumann, Oscar Morgenstern et John Nash ont essayé d'introduire la notion d'utilité pour comprendre, en finance, in finance we have two problems, the problem of time and the problem of the money. On a deux problèmes, le problème de temps et donc automatiquement l'incertitude. Et on a le problème de la monnaie et donc automatiquement on va essayer non penser à la monnaie elle-même, mais penser à l'utilité de la monnaie. D'accord? En 1952, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, un grand prix de la finance, qui s'appelle Harry Markovitch, c'est celui-ci, tout au long de Howard Merton, et son professeur, effectivement, qui s'appelle William Sharpe, ont introduit ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille, et plus précisément la TMP, la théorie moderne du portefeuille, et puis le modèle de Markovitch. Rappelons en 1970, qui a été cité par M. Kamaga dans la théorie d'efficience, qui stipule que les actifs financiers sont imprédictibles et que les prix des actifs reflètent toute information et qu'il y a symétrie d'information et non pas asymétrie d'information. Ceci dit, on va énoncer la problématique, on va essayer de répondre ensemble, ça marche. Comment un investisseur peut se construire un portefeuille qui maximise le rendement pour un niveau de risque donné ou minimise le risque pour un rendement attendu. Bon, l'itinéraire qu'on va suivre, ou le schedule qu'on va suivre, est le suivant. Premièrement, fondement théorique sous forme de genèse, hypothèse de modèle avec nos chères filles, Marwa et Shaymat. Puis, la cuisine, on va rentrer dans le principal du sujet, diversification et frontières d'efficience, pour terminer par la suite par une petite conclusion. Je vous tourne la parole. Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Shaymat et moi allons discuter de la genèse du modèle de Markovitch. Ainsi que des hypothèses, nous allons commencer par vous parler de l'origine de ce modèle révolutionnaire. Exactement, c'est un sujet passionnant. Harry Markovitch a introduit son modèle dans un article en 1952, Portfolio Selection. À cette époque, le domaine de la finance manquait de cadre analytique solide. Les investisseurs prenaient souvent des décisions basées sur des intuitions ou des expériences passées. Oui, c'est vrai. Markovitch a réalisé que la diversification des investissements pouvait atténuer le risque, mais il a voulu quantifier cette notion en utilisant des outils statistiques. Il a introduit plutôt des concepts comme la variance et la covariance. Exactement. La variance mesure la dépression des rendements d'un actif, tandis que la covariance indique comment les rendements de deux actifs se déplacent ensemble. Cela a permis aux investisseurs de comprendre les interactions entre les différents actifs dans un portefeuille. C'est un point crucial. En développant des concepts, Markovitch a également introduit l'idée de la frontière efficiente. Cela représente des portefeuilles qui offrent le meilleur rendement pour un niveau de risque donné. Cela a changé notre manière de concevoir l'investissement. Oui. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Mais parlons maintenant des hypothèses que sous-tendent ce modèle. La première est la rationalité des investisseurs. Pensez-vous que cela soit toujours vrai dans la pratique? C'est une bonne question. Bien que l'hypothèse de rationalité soit essentielle pour établir un cadre théorique, de nombreux biais cognitifs peuvent influencer les décisions des investisseurs, comme l'excès de la confiance ou l'aversion à la perte. Effectivement, c'est un point valide. Cependant, cette hypothèse reste un fondement sur lequel repose le reste du monde. Si nous ne supposons pas que les investisseurs cherchent à maximiser leur activité, toute la structure s'effondre. Oui, mais que dire de l'hypothèse selon laquelle les rendements suivent une distribution normale?
Cela peut sembler une approximation, mais en réalité, les marchés peuvent être très imprévisibles, surtout lors des crises financières. C'est un problème connu, mais la distribution normale permet de simplifier les calculs et aide à établir des attentes concernant le risque et le rendement. Mais si les marchés présentent des comportements extrêmes qui ne sont pas pris en compte. D'accord, mais cela peut conduire à des erreurs de jugement. Par exemple, des événements comme le crash boursier de 1987 ou la crise de 2008 montrent que les rendements peuvent subir des variations qui ne correspondent pas à cette distribution. Vous soulevez un point très important. Cependant, l'hypothèse de la covariance des rendements est là pour aider à comprendre comment les différents actifs interagissent et également aussi aux investisseurs d'optimiser la diversification, ce qui est au cours de la gestion du portefeuille. Certes, mais Markowitz suppose également que les investisseurs ont accès à toutes les informations pertinentes. Dans le monde réel, les asymétries d'informations sont courantes. Cela peut fausser la prise de décision. C'est vrai, les asymétries d'informations sont un défi. Mais même en tenant compte de cela, le modèle reste un guide précieux. On parle maintenant de l'hypothèse sur le prêt et on traite un tout son risque. Mais cette hypothèse ne tient pas compte de réalité économique ou les taux d'intérêt fluctuants. Les investisseurs ne peuvent pas toujours emprunter à des conditions idéales, ce qui peut limiter l'application pratique du modèle. C'est un inconvénient, je le reconnais, mais l'idée d'un taux sans risque simplifie la gestion du portefeuille, permettant de se concentrer sur l'optimisation des rendements pour un niveau de risque donné. Ce facilite les décisions d'investissement. En fin de compte, je pense que nous sommes d'accord sur un point. Bien que la genèse du modèle de Markowitz ait été révolutionnaire, il est crucial de connaître ses limites. Ces hypothèses peuvent sembler idéalisées, mais elles ont ouvert la voie à des discussions importantes sur la finance moderne. Tout à fait. Le modèle de Markowitz a été un jalon dans la théorie financière. Mais il est essentiel de l'adapter et de le combiner avec d'autres approches pour mieux refléter la complexité des marchés. Merci à tous de votre attention. Nous espérons que ce débat vous a permis de mieux comprendre à la fois la genèse et les hypothèses du modèle de Markowitz. Passons ensemble à une concrétisation des concepts de base avec des experts du domaine. Très bien. Puisque vous avez utilisé le terme crise, il faut démystifier, il faut désacraliser, il faut vulgariser cette fois une crise. Une crise financière ou économique, c'est la probabilité généralement de survenance d'un élément défavorable pour tous les acteurs de la sphère financière dans son ensemble. Maintenant, si je parle de ces acteurs, on parle bien évidemment des bailleurs de fonds, des actionnaires, des investisseurs, des institués par notre cher professeur, les investisseurs institutionnels, les entreprises cotées, les entreprises non cotées, tout type de marché financier, les marchés monétaires, les marchés de capitaux, les marchés financiers, etc., etc. Bon, pour bien comprendre, on va essayer de caricaturiser sous forme de la vidéo. Très bien. La tempête qui secoue la finance mondiale. Quelques jours, une semaine, 10 jours. On rappelle, les autorités américaines ont été obligées de fermer 3 banques. Est-ce que ça suffira à rassurer les banques européennes? Une crainte s'est emparée des gouvernements et des différents acteurs du monde de la finance, celle de la contagion. Et si la faillite d'une banque nous replongeait dans un scénario similaire à celui de 2008 et provoquait une gigantesque crise financière avant de se transformer en crise économique mondiale? Question, il faut revenir sur les origines de cette faillite. C'est comme ça. Oh non, d'accord. Le marché vient de chuter. Ah bon? Attends, j'ai vérifié ça. Et j'ai perdu les sommes conséquentes. Oui, ce marché vient de chuter, regarde. Mais j'ai enregistré des bénéfices. Mais comment ça, bénéfice? Avec cette crise? Oui. Mais donc on perd de l'argent. Ah bon? Oui, C'est pas. mais voilà. Regarde. Non. C'est comme ça. Eh ben pas moi. J'avais anticipé ce genre de risque en diversifiant mon portefeuille.
En fait, j'ai confié la gestion de mes plafonds à une société de gestion. Société de gestion? Ça coûte cher, non? Oui, mais ça en vaut la peine. Regarde le résultat. Ils appliquent une méthode basée sur le modèle Markovitch pour maximiser le rendement, tout en minimisant le risque. Tu sais, on va faire quoi? Oui. Tu vas y aller avec moi. On va le rendre plus tard. Ah oui, je voulais vous informer que j'aimerais un ami intéressé par la gestion des portefeuilles. Je suis en route. Parfait, monsieur Chakraoui. Nous avons justement un plan pour les nouveaux clients, basé sur une approche structurée de diversification. Nous pourrons tout lui expliquer en détail pour qu'il comprenne comment le modèle de Markovitch réduit les risques et optimise le rendement. Parfait, on y est, voilà. D'accord, je vous arrête. Chers membres des équipes, veuillez travailler le cas échéant afin de consulter et conseiller nos chers investisseurs. Merci. Bonjour, c'est Chakraoui, ça va? Vous allez bien? Très bien, cher investisseur. Vous êtes aussi notre chère équipe, nos analystes internes, puis notre chef chroniqueur de société, notre consultant en politique d'investissement, c'est Jonathan. DG, vous connaissez ces chapitres? Puis vous asseoir. Très bien. Très bien, très bien. Alors, vous êtes bon. Donc, la situation, c'est qu'on a deux types d'investisseurs. Un investisseur qui a gagné durant la crise parce qu'il a utilisé le modèle de Markovitch qui se base sur la diversification du portefeuille. Alors, c'est quoi un portefeuille? C'est une concaténation fictive, c'est une construction fictive, c'est une agrégation fictive des actifs financiers qui existent effectivement sur les marchés financiers. Un autre type d'investisseur qui a utilisé normalement le mode de gestion individuelle et qui n'a pas confié sa mission de gestion de portefeuille à un OPCVM, organisme de placement collectif en valeur mobilière. Alors, bonjour monsieur. Chakraoui m'a parlé de vous. Comment je puis vous aider, s'il vous plaît? Eh bien, pour être honnête, je n'étais pas intéressé par ce genre de service, mais après la crise d'aujourd'hui, je réalise que je pourrais avoir besoin d'aide pour gérer mes placements. Vous avez bien fait de venir. Nous utilisons une approche structurée basée sur le modèle de Markovitch. Cela nous permet de diversifier vos actifs pour réduire le risque ainsi que d'optimiser le rendement en période de crise. Comment fonctionne ce modèle exactement? Alors, nous, en tant que des analystes internes, moi et mon collègue de moi, pensons qu'on a des visions différentes sur les formations habituelles. Effectivement, j'aime les bases solides. Par exemple, j'ai calculé que le titre de Maroc Télécom a un rendement moyen de 6% sur les 3 années. D'accord, mais tu ne prends pas en compte la volatilité. C'est un facteur clé du risque. C'est vrai, Maroc Télécom a une volatilité de 10%. C'est moyen, mais certains investisseurs pourraient trouver ça instable. Exactement. Si on recommence ce type, il faut que le client sache que le rendement peut varier beaucoup. Certains n'aiment pas les fluctuations. Que
ferais-tu de tiers de votre banque avec un rendement de 3%? Que ferais-tu dans un portefeuille? Pour moi, j'utiliserais une approche moderne. Si par exemple j'ai 60% de mon compte et 40% de tiers de votre banque, le rendement moyen sera 4,8%. Mais pensez à la corrélation. Si Maroc Télécom monte et tiers de votre banque descend, ça ne sert à rien. Peux-tu nous éclairer un petit peu sur la notion de la corrélation et mettre ça au clair? Bien sûr, d'une manière très simple et très concise et très synthétique, on peut dire avec confiance que la covariance quantifie la manière dont les variables varient ensemble. Une covariance positive indique que les variables augmentent ou diminuent ensemble, simultanément. Une covariance négative indique qu'une variable augmente pendant que l'autre diminue. Ça, c'est clair. Maintenant, contrairement à la corrélation, qui mesure la force et la direction de la balance linéaire entre deux variables, généralement, il y a 3 cas de figure. Si j'ose dire ça, 2 cas de figure. 1, moins 1 ou 0. 1, on dit que c'est une corrélation parfaitement positive. C'est une corrélation parfaitement positive. Moins 1, c'est une corrélation négativement parfaite. Et puis, 0, il n'y a pas de corrélation. D'accord? Schéma, vous pouvez continuer. Voilà, en diversifiant avec des titres peu corrélés, on peut réduire le risque global sans sacrifier la rentabilité. Tu parles de ratio de Sharpe, non? Exactement. Maximiser le ratio de chaque, optimiser le rendement par rapport au risque, on devrait envisager plus la diversification sectorielle. J'ai récemment lu sur la diversification des portefeuilles d'actifs. Ça semble être une stratégie intéressante. Vous en pensez quoi? Mais avant, s'il vous plaît, vous avez parlé d'actifs financiers, de la rentabilité de risque. Notre cher directeur général va essayer de parler de la diversification pour que nos investisseurs puissent comprendre généralement le fonctionnement des actifs financiers. Oui, la diversification est essentielle. En gros, c'est une manière de répartir ses investissements sur des différents actifs pour réduire le risque. Ça aide à diminuer la sensibilité aux fluctuations de prix d'un actif particulier. Exactement. En investissant dans plusieurs actifs, on minimise le risque spécifique. Si un actif performe mal, les autres peuvent compenser, ce qui protège le portefeuille. C'est fascinant et en plus ça réduit la volatilité, non? Moins de variations rapides dans la valeur du portefeuille, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça permet aussi d'avoir des rendements plus stables au fil du temps. Une bonne diversification peut vraiment offrir une certaine tranquillité d'esprit. Mais attention, il y a des limites à la diversification. Elle ne peut pas éliminer complètement le risque systémique, c'est lui qui affecte tout le marché. C'est vrai, une mauvaise diversification peut même diluer les rendements et on pourrait perdre des gains potentiels si on investit trop largement. Donc il faut trouver un bon équilibre, diversifier mais pas trop, pour maximiser les avantages tout en restant vigilant. Donc la clé est de bien choisir les actifs, de comprendre comment ils interagissent, c'est plutôt un art qu'une science. Merci, cher directeur, ainsi que votre équipe bienveillante pour l'ensemble des informations et des renseignements que vous m'avez apportés pour la matière de gestion de portefeuille. Dorénavant, je serai ravi d'investir dans votre propre CVM, quelle que soit la conjoncture économique. Très bien. Avant de terminer, je souscris parfaitement à l'équipe de tout ce que vous avez dit concernant le risque qui est en fait un indice de volatilité de portefeuille, encore le degré d'écartement ou de dispersion par rapport à la moyenne attendue, c'est-à-dire la rentabilité dans ce cas. Mais puisque vous avez mentionné la diversification, on ne va pas donner uniquement des loges, on ne va pas uniquement jeter les fleurs, il faut expliquer. Ce qui nous ramène généralement une explication d'une manière transversale. On va essayer de mariner ensemble dans le grand océan de la diversification qui rentrera, je dirais, en crescendo dans cette deuxième scène. D'accord? Je vous donne. Aujourd'hui, nous allons vous embarquer avec nous dans une exploration fascinante. C'est de l'évolution de la gestion des investissements à travers les âges. Nous remonterons le temps pour comprendre comment les stratégies d'investissement ont évolué, comment les perceptions du risque ont changé et comment le savoir-faire financier d'aujourd'hui est devenu aussi pointu. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un de spécial qui nous accompagnera virtuellement aujourd'hui, Harry Marcovic. Hello. Vous avez peut-être entendu son nom, surtout si vous vous intéressez aux finances. Marcovic est un pionnier de la théorie moderne du portefeuille, un modèle mathématique de gestion des risques qui a transformé plutôt l'art de l'investissement dans les années 1950. C'est en partie grâce à lui que les investisseurs ont appris à répartir leurs actifs en fonction de la tolérance au risque.
Préparez-vous donc à un voyage au cœur de l'aversion au risque qui a changé et évolué au fil des siècles et embarquons ensemble dans cette aventure à travers les temps. Dans l'Antiquité, investir était un acte entrant des actifs. La prudence était de l'État. Les philosophes croyaient que l'acceptation du risque était essentielle pour la prospérité. Très bien, mon modèle repose sur la gestion du risque et du rendement. D'accord? Même à cette époque, les investisseurs cherchaient toujours à équilibrer leurs choix ou leurs arbitrages. Parfait. Il est vital de réfléchir aux conséquences avant de se lancer dans les entreprises commerciales. Bien sûr, le risque et la variabilité des rendements. Plus un investissement est risqué, plus il peut potentiellement rapporter. The higher the risk, the higher the return. Au cours de la Renaissance, j'ai investi dans des expéditions maritimes, souvent incertaines. Le succès était garanti, mais l'aventure était lucrative. Chaque expédition pourrait rapporter des richesses, mais bien évidemment des pertes dévastatrices. La diversification est un point angulaire et clé. En répartissant vos investissements sur plusieurs expéditions, vous minimisez les pertes potentielles. Maintenant, investir dans plusieurs projets réduit le risque global de votre portefeuille, quel que soit le risque spécifique ou le risque systématique dépend du marché. C'est ce qu'on appelle diversification. C'est la diversification. Comme étant un bon pied de la diversification, pendant la révolution industrielle, les investissements dans les entreprises manufacturières étaient risqués. Les fluctuations économiques rendaient chaque décision difficile. Très bien, la diversification, comme je l'ai dit à notre cher marchand de la Renaissance, est essentielle pour réduire le risque. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc il fallait être stratégique pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Exactement, effectivement. Répartir vos investissements sur différents secteurs, y compris le secteur agricole, le secteur maritime, le secteur des services, le secteur industriel, etc., vous protège généralement des chocs économiques, des chocs macro-financiers et macroéconomiques. Alors comme étant trader, dans les années 1980, la recherche des rendements élevés était à son apogée. Les investisseurs étaient prêts à tout pour multiplier leur capital rapidement. Les bulles spéculatives, comme celles des actions technologiques, attiraient des millions d'investisseurs. C'était l'ère des gains rapides. Très bien, effectivement, monsieur Trader. Cependant, je vous propose de considérer la frontière efficiente, un concept clé que j'ai développé. C'est mon prix Nobel. Elle représente le meilleur équilibre entre risque et rendement, return and risk. Un portefeuille bien diversifié peut maximiser les rendements tout en minimisant le risque. Les marchés étaient volatiles et l'appétit pour le risque était insatiable en tant que trader. Je voyais des opportunités partout, les fluctuations des prix suscitaient l'excitation, les gains rapides étaient comme une drogue, on ne pouvait pas résister à l'envie à plonger dans l'action. Mais si cela signifie ignorer les signaux d'alarme. Je comprends votre enthousiasme, mais cette approche peut être dangereuse. Pourquoi? Et bon, pour la simple raison, optimiser votre portefeuille, même dans un marché volatile, est crucial pour atteindre vos objectifs. Non seulement vos objectifs tactiques, mais vos objectifs stratégiques. En intégrant une diversification appropriée dans plusieurs secteurs, vous pouvez réduire la corrélation entre les actifs et diminuer le risque global. Cela permet de mieux naviguer dans les périodes de turbulence, spécialement dans la crise financière. Mais allez, le temps était un luxe que peu d'entre nous pouvaient se permettre. Les traders voulaient des résultats immédiats. La vitesse des transactions grâce à l'émergence des ordinateurs a alimenté cette frénésie. On se concentrait sur les mouvements à court terme, ignorant souvent ses fondamentaux. I understand. Anyway, cependant, cette stratégie à court terme peut mener à des pertes dévastatrices, d'accord? La volatilité accrue que vous mentionnez peut vous faire perdre tout votre capital si vous n'êtes pas préparé. En utilisant la théorie moderne du portefeuille, Modern Theory of Markets, vous pouvez anticiper des scénarios du marché et ajuster vos positions en conséquence. Ça marche? C'est vrai, mais dans la chaleur de l'action, il est facile de perdre de vue l'importance de gestion de risque. J'ai vu des collègues perdre de sommes énormes parce qu'ils ont pris des décisions impulsives basées sur l'émotion. La recherche des gains rapides peut avulguer même les meilleurs traders. Exactement. La clé est de rester discipliné. C'est-à-dire, la frontière efficiente montre qu'il est possible d'atteindre de plus de rendement tout en gardant un œil sur le risque. En fin de compte, la rationalité est une approche systématique. Maintenant, c'est quoi la rationalité? La rationalité, c'est la disposition, selon Keynes, c'est la disposition d'un agent économique, de l'ensemble des informations d'une manière parfaite au cours de la prise de décision. Je pense que je voulais dire peut-être qu'il est temps pour moi de revoir ma stratégie. La volatilité peut offrir des opportunités, mais elle exige également prudence et préparation.
Un bon équilibre entre risque et rendement pourrait être la voie à suivre. Je suis ravi de l'entendre, Yazid. En intégrant ces principes, vous pouvez non seulement survivre, mais prospérer dans un environnement de marché imprévisible. En tant que spécialiste dans l'intelligence artificielle, Au cours de la prise de décision. Je vois ce que je voulais dire. Peut-être qu'il est temps pour moi de revoir ma stratégie. La volatilité peut offrir des opportunités, mais il exige également prudence et préparation. Un bon équilibre entre risque et rendement pourrait être la voie à suivre. Je suis ravi de l'entendre, Yazid. En intégrant ces principes, vous pouvez non seulement survivre, mais prospérer dans un environnement de marché imprévisible. en tant que spécialiste dans l'intelligence artificielle, dans le futur, l'intelligence artificielle révolutionne la gestion des investissements. Nous pouvons analyser des données qui sont massives en temps réel pour optimiser les portefeuilles. Cette technologie nous aide à prendre des décisions éclairées basées sur des tendances complexes. Même avec l'intelligence artificielle, le web scrapping, le data mining, le data science, les big data, le web scanning, les principes de mon modèle restent valables, monsieur le futuriste. D'accord? L'optimisation des portefeuilles à travers une analyse approfondie des données peut améliorer vos rendements tout en gérant les risques. Bienvenue dans l'époque actuelle. Aujourd'hui, nous utilisons des outils modernes pour gérer le risque. Les technologies avancées nous permettent d'analyser les données à grande échelle. It's fascinating. Mais comment ces outils améliorent-ils la gestion des investissements? Comprendre la corrélation entre les actifs est essentiel. Par exemple, si deux actifs sont fortement corrélés, investir dans l'un d'eux n'augmente pas la diversification. Nous devons choisir les actifs qui réagissent différemment aux conditions du marché. Effectivement, la diversification est la clé pour éliminer le risque. Quand vous combinez des actifs comme Tissalat et Orange, etc., soit cotés ou non cotés, avec des corrélations faibles ou négatives, cela permet de lisser les rendements. Exactement. Chaque investissement doit être évalué en fonction de son impact sur le portefeuille global. Nous utilisons des modèles quantitatifs pour stimuler différents scénarios. Et c'est ici que ma théorie entre en jeu. Appliquer ma théorie aujourd'hui implique de travailler avec des données actuelles pour construire un portefeuille proche de la frontière efficiente. Oui, la frontière efficiente nous aide à visualiser le meilleur compromis entre le risque et le rendement. Chaque investisseur peut ainsi trouver le portefeuille optimal selon la tolérance au risque. Standard deviation and correlation sont des éléments clés pour gérer le risque efficacement. En comprenant ces concepts, nous pourrons mieux naviguer dans le monde complexe des investissements modernes. Merci Harry. Ces principes sont toujours d'actualité et ils nous guident dans les stratégies d'investissement d'aujourd'hui. Nous avons exploré des sujets d'évolution dans la gestion des investissements. Chaque époque a enrichi notre compréhension, mais les principes de base gestion du risque et diversification restent des constantes. De la Renaissance à aujourd'hui, ces fondations ont façonné des stratégies solides et durables. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ce livre. En résumé, le résumé de notre cours a fondamentalement changé notre approche de la gestion de portefeuille en intégrant le concept de diversification pour optimiser le rapport risque-rendement, bien qu'il ait ses limites, notamment en ce qui concerne les hypothèses sur le comportement des investisseurs et la distribution des rendements. Il demeure un outil essentiel pour les investisseurs. Donc, en guise de conclusion, on peut poser la question suivante. Quelle méthode innovante pourrait compléter le modèle de Markowitz pour mieux s'adapter au marché financier actuel? Merci.